Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons regarder donc la fiche de cours sur la transformation chimique et la synthèse donc au niveau seconde général en physique chimie. Donc on va reprendre certaines choses sur la transformation chimique. Donc on vous dit ici qu'au cours d'une transformation chimique, donc il y a disparition d'espèces chimiques qu'on appelle les réactifs et apparition de nouvelles espèces chimiques qui sont les produits. Les quantités de matière, donc des réactifs et des produits, donc sont modifiées au cours de cette transformation chimique. Par exemple, la combustion donc du méthane, donc elle peut être modélisée par une réaction chimique. Donc ici, dont l'équation ajustée s'écrit. Donc ici, vous avez donc les réactifs méthane, dioxygène. Donc là, ça c'est le réactif, le dioxygène. Là, vous avez le méthane. Le produit, ce sont donc le dioxyde de carbone et l'eau. Une fois que vous avez identifié les réactifs et les produits, pour faire donc ce qu'on appelle l'équation ajustée, donc il faut passer donc en formule brute des espèces. Et il faut qu'il y ait donc conservation, donc comme on va le voir tout de suite, conservation des éléments qui vient en fait ici de la conservation de la masse et conservation des charges. Donc c'est pour ça qu'ici nous avons représenté une balance. Donc c'est-à-dire qu'ici si vous mettez donc une molécule CH4 avec deux molécules O2 au niveau d'une balance, alors c'est une balance ancienne, je vous l'accorde, vous aurez donc la même masse qu'une molécule de CO2 et deux molécules d'eau. Donc ici, ça c'est l'équation ajustée. Ensuite, au cours d'une telle transformation, donc on vous dit que la masse est conservée, les atomes et les charges sont réarrangés différemment, mais leur nombre est conservé. Donc Lavoisier disait rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc c'est en fait ici vous avez un C, vous avez un C, ici vous avez 4 O, ici vous avez 1, 2, 3, 4. Alors ils ne sont pas répartis pareil. Donc ils sont pas et donc c'est ce qu'ils font, ils sont réarrangés, ils se réarrangent entre eux, entre les réactifs et les produits. Mais ici vous avez bien 4 O, 4 rouges et ici 4 oxygènes aussi au niveau des H, des petites boules blanches ici. Vous en avez 4. Donc ici elles se sont réparties sur 2 pour une molécule d'eau, une molécule d'eau. Donc c'est pourquoi l'équation de la réaction chimique doit être ajustée avec des nombres stoichiométriques. Les nombres stoichiométriques, c'est les petits nombres que vous avez à gauche de chaque formule brute ici. Donc c'est le 2. Par défaut, quand il n'y en a pas, c'est 1. Donc ici, il n'y en a pas. Donc par défaut, c'est 1. Alors moi, je vous conseille au départ, si vous n'êtes pas très à l'aise, de mettre un 1 pour compter. Et ensuite ici, là, donc c'est un 2. Donc c'est ce qu'on appelle un nombre ou un coefficient des fois stoichiométrique. Donc il donne les proportions dans lesquelles les réactifs disparaissent et les produits apparaissent. Donc ça veut dire qu'en fait ici, une mole de CH4 va réagir avec 2 moles de dioxygène pour former une mole de CO2, dioxyde de carbone, et 2 moles d'eau. Donc retenez bien ça pour ici. Donc quand vous avez une équation ajustée, ça vous donne les proportions dans lesquelles donc, les réactifs disparaissent et les produits apparaissent. La transformation cède, donc cesse, lorsque au moins un des réactifs est entièrement consommé. Donc c'est ce qu'on appelle le réactif limitant. Donc à partir du moment où il y a un des réactifs qui vient être entièrement consommé, la transformation donc s'arrête. Vous avez aussi des effets thermiques qui sont possibles. Donc si vous pouvez avoir donc, des transformations chimiques exothermiques qui donc dans ce cas-là vont libérer de l'énergie thermique, et donc dans ce cas-là aussi des transformations endothermiques qui elles vont avoir besoin d'un apport d'énergie, qui vont avoir besoin d'absorber de l'énergie, donc ici pour pouvoir se produire et former les produits. Donc au niveau de la transformation chimique, une autre manière de voir, donc c'est le passage d'un état initial à un état final avec une formation de nouvelles espèces. Vous avez donc des effets thermiques qui sont possibles. Vous avez une équation qui modélise l'équation de la réaction chimique. Donc vous avez les réactifs qui réagissent entre eux pour former, flèche de la transformation, de nouvelles espèces qui sont les produits. Donc ici les réactifs ce sont les espèces consommées, les produits les espèces formées. N'oubliez pas de mettre aussi donc l'état physique de chacun donc, des espèces. Donc pour les donc solide S pour solide, L pour liquide, G pour gazeux. Quand vous avez donc AQ, c'est des espèces qui sont généralement entourées donc de molécules de solvants. Donc c'est par exemple tous les ions. Généralement sont solvatés, donc on les met à l'état aqueux. Au niveau des nombres stoichiométriques, donc ici on vous dit que les nombres stoichiométriques ils assurent la conservation des éléments et des charges. Donc le nombre 1 n'est pas écrit par convention. La flèche indique le sens d'évolution, c'est-à-dire qu'en gros, on dit ici qu'une mole de Mg solide réagit donc avec 2 moles d'ion H+, pour donner ou pour former une mole donc d'ion Mg2+, plus une mole de dihydrogène.
Le réactif limitant, donc, c'est le réactif qui est totalement consommé à la fin de la réaction. Il est important parce que c'est lui qui va tout piloter, comme vous le verrez dans vos classes supérieures. Donc pour trouver ce réactif limitant, quand vous avez les proportions, les fameuses quantités de matière initiales. Donc là je vais reprendre ici. Toc. Je vous ai dit ici que ici, 1 mol de Mg réagissait avec 2 mol de H+. Donc vous aurez tous compris quand vous écoutez ce que je viens de dire, qu'il faut 2 fois plus de mol de H+, que de Mg. Donc si vous ne respectez pas ces proportions, il y en a un qui va venir à manquer avant l'autre. Donc si la quantité de matière de Mg divisé par 1 est inférieure à la quantité de matière de H+ divisé par 2, alors c'est Mg qui sera limitant. Alors pourquoi ils font ça? Retenez bien cette méthode-là. Vous prenez la quantité de matière de l'espèce, vous divisez par le coefficient stoichiométrique associé à cette espèce. Ici, le coefficient stoichiométrique associé à Mg, c'est 1. Le coefficient stoichiométrique associé à H+, c'est 2. Donc c'est pour ça qu'on fait N0 sur Mg divisé par 1, le coefficient stoichiométrique associé à Mg, et N0 de H+, divisé par 2, puisque c'est le coefficient stoichiométrique associé à H+. Ensuite, vous comparez les deux. Si c'est le Mg, le N0 divisé par 1, donc, qui est donc inférieur au N0 de H+, divisé par 2. Dans ce cas-là, c'est en gros les proportions de Mg qui vont être les premières donc, à arriver à terme. Donc dans ce cas-là, c'est lui qui sera limitant. Donc c'est lui qui va arriver le premier à avoir une quantité de matière nulle. Donc quand il n'y en aura plus, c'est lui qui fait que ça s'arrêtera, même s'il reste du H+. Si c'est l'inverse, si N0 de Mg sur 1 est supérieur cette fois-ci à N0 de H+ sur 2, donc ça veut dire que dans ce cas-là, ça sera lui, la proportion la plus faible, qui sera limitant. Si vous êtes dans un mélange un peu spécial, où en gros vous avez les deux qui sont égaux, donc ça veut dire que si les deux sont égaux, les deux vont être limitants en même temps. Donc ça veut dire qu'à la fin, ici ça sera N0 sur Mg sur 1 égale N0 de H+ sur 2, vous verrez que ça, vous verrez ça en première, si vous faites une spécialité physique-chimie. Donc ça veut dire qu'à la fin, on trouverait dans un cas, alors c'est un cas un peu particulier, où en gros à la fin, ici on arrive à 0, en même temps que pour cette espèce-là on arrive à 0. Donc ça c'est ce qu'on appelle le mélange stoichiométrique. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'on a introduit les réactifs dans les proportions qu'on appelle les proportions stoichiométriques, qui sont en gros les proportions de l'équation bilan. Ici on les a mis dans les proportions 1 et 2. Donc ensuite, là, vous avez une petite image pour illustrer ce que c'est que le réactif limitant. Donc par exemple, si vous avez du fer et que vous faites réagir Fe plus 2H+, donne les produits. Alors là, ils les ont pas mis, parce que vous aurez tous remarqué qu'en fait, quand on cherche le réactif limitant, le réactif limitant, ça ne vaut pas être bête, mais le réactif limitant est un réactif. Donc en fait, le choix ou la détermination du réactif limitant ne dépend absolument pas de ce qui se forme. Vous allez voir qu'une fois que vous aurez trouvé le réactif limitant, vous verrez en première que les quantités de ce qui va se former va dépendre du réactif limitant, mais pour trouver le réactif limitant, on ne s'intéresse qu'au réactif. C'est pour ça qu'ici, dans certains manuels, regardez bien, ici, ils ont écrit donc une équation qui n'est pas du tout équilibrée, puisqu'on n'a pas mis les produits. Mais si ici vous avez Fe plus 2H+, ça veut dire qu'il faut 1 mol de Fe réagit avec 2 mol de H+. Si vous avez un état initial comme celui-là, qui est 3 mol de Fe et 2 mol de H+, la question est quel est le réactif limitant? À l'état final, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a 0 mol de H+, et qu'il reste du fer. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Ici, vous avez un petit surligné orange et ici un petit texte rose qui est en excès. On voit bien que le fer ici, qui est 3 mol de fer, c'est en excès puisqu'il en reste. Et ici, donc si lui il est en excès, ça veut dire que s'il y en a un qui reste, ça veut dire que l'autre il est limitant. Donc l'autre il est limitant, donc 0 mol de H+. S'il est 0 mol de H+, à la fin, à l'état final, ça veut dire qu'il n'y en a plus. S'il n'y en a plus, ça veut dire qu'il a été entièrement consommé. Et s'il est entièrement consommé, ça veut dire que par définition, c'est le réactif limitant. Donc en fait, si vous avez retenu ici qu'il faut 1 mol réagir avec 2 mol de H+, donc en gros il faut 2 fois plus de mol de H+, que de mol de Fe. Si aussi vous avez 3 mol de Fe, il aurait fallu 6 mol de H+, pour que ça réagisse dans les proportions correctes. Or ici vous en avez 2. Donc il y en a beaucoup moins que ce qu'il aurait fallu pour que tout le Fe réagisse. Non, tout le Fe ne réagira pas. C'est lui qui va réagir entièrement et il va rester beaucoup de Fe. Ensuite, pour ce qui est de la synthèse. Alors la synthèse d'une espèce chimique. Pour différentes raisons, que ce soit écologique, économique, on fabrique parfois donc au laboratoire donc des espèces chimiques déjà présentes dans la nature. On réalise dans ce qu'on appelle dans ce cas-là une synthèse chimique.
Alors, pour ce qui est des raisons, alors les raisons écologiques, prendre dans la nature, des fois ça nous fait utiliser des produits qui sont pas très bons pour la nature justement, et puis on prélève dans la nature quelque chose qui potentiellement peut venir à avoir des réserves qui s'amenuisent. Donc c'est pour ça que c'est une des raisons qui fait qu'on ne va pas toujours prélever dans la nature. Économique, parce que des fois ça coûte beaucoup plus cher d'aller le chercher dans la nature que de le fabriquer en laboratoire, parce que déjà en laboratoire, quand on ramène à la quantité qu'on a produit, on peut produire de très grandes quantités. Alors que si on veut extraire d'énormes quantités de la nature, ça va coûter très cher, et surtout ça va avoir un bilan écologique aussi qui ça va être désastreux. Et donc on différencie des espèces naturelles, les espèces synthétiques et les espèces artificielles. Donc les espèces naturelles, c'est des espèces qui sont extraites des végétaux, des animaux, des minéraux. Les espèces synthétiques, ce sont des espèces donc synthétisées, fabrication, donc qui copient la nature. C'est-à-dire qu'en gros, on synthétise, donc donc c'est l'être humain qui synthétise dans un laboratoire la même espèce que l'espèce naturelle. Mais elle a été synthétisée, fabriquée donc par l'être humain. Il y a aussi donc ce qu'on appelle les espèces artificielles. Donc les espèces artificielles sont des espèces de synthèse, donc qui ont été fabriquées. Donc c'est une fabrication originale, mais qui ne copie pas la nature. Alors par exemple, vous avez les arômes. Vous avez des arômes de vanille, qui sont des arômes de vanille artificiels ou qui copient exactement la nature. Alors l'arôme naturel de vanille, donc est par exemple, donc c'est bien d'un végétal, pardon, donc est relativement cher. L'espèce synthétique est relativement bon marché. Et vous avez aussi donc une espèce, donc c'est artificielle, qui n'est pas exactement la même molécule présente dans la gousse de vanille, mais qui, pour certaines applications, par exemple dans des yaourts ou dans des choses comme ça, peut largement donner le goût de vanille sans être exactement la même formule que la molécule qui est présente dans les gousses de vanille. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc une molécule artificielle. Donc en gros, pour résumer, nature provient de la nature, végétaux naturaux, animaux minéraux. Synthétique, c'est la même chose que dans la nature, mais fabriquée en laboratoire. Et artificielle, c'est une fabrication originale, sans copier la nature. Donc on se rapproche des propriétés, mais c'est pas exactement la même molécule. Alors pour ce qui est, donc je vais revenir après ce qu'il y a au-dessus. Donc au niveau des étapes. Pour une synthèse, il faut faire une synthèse, c'est mettre en œuvre une transformation chimique donc dans un laboratoire. Donc la première étape, c'est bien entendu de prélever les réactifs. Donc prélever les réactifs, donc par exemple, c'est peser une masse pour un solide, ou c'est mesurer un certain volume pour un réactif liquide ou un réactif qui est en solution. Ensuite, il faut faire ce qu'on appelle la transformation chimique. Donc il faut donc mélanger les réactifs, le mélange réactionnel. Donc on mélange les réactifs, on peut aussi ajouter un solvant, on peut ajouter de la pierre ponce pour réguler une ébullition. Et donc on chauffe à l'aide du chauffe-ballon. Vous mettez bien entendu un support élévateur que vous ne collez pas en bas. Il faut que le chauffe-ballon soit en hauteur pour que si jamais le mélange s'emballe ou que la réaction s'emballe, on puisse séparer le mélange réactionnel de la source de chauffage. Si le chauffe-ballon est sur votre paillasse, dans ce cas-là, vous ne pourrez pas, si jamais il y a un problème, séparer la source de chauffage du mélange réactionnel, ce qui peut poser de gros problèmes. Donc on chauffe. On chauffe, et quand on chauffe, on accélère la transformation. Ça veut dire qu'en gros, la transformation chimique va aller beaucoup plus vite que si on ne chauffait pas. Ensuite, si vous chauffez, vous allez voir que, on l'a déjà vu dans le précédent chapitre, on peut changer d'état pour certains liquides, on peut dépasser la température d'ébullition, et dans ce cas-là, il peut se former des gaz. Les gaz, dans ce cas-là, ils montent, et ils vont pouvoir aller donc sur les parois, et ils vont pouvoir aller avec l'entrée d'eau froide ici. Vous avez une entrée d'eau froide et une sortie, donc cette entrée d'eau froide, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va refroidir les parois de ce qu'on appelle ici ce condenseur, ou ce réfrigérant à eau. Ce condenseur à boule, en fait, si vous avez une molécule de gaz qui monte, donc elle va aller trouver donc le bord de la paroi, et vu que vous avez une circulation d'eau froide, donc la molécule de gaz sera forcément au-dessus de sa température d'ébullition, mais quand elle va arriver donc sur les parois donc, de ce réfrigérant, elle va arriver sur une température d'eau froide, c'est-à-dire une température autour de 20 degrés, température d'ambiante, elle va se recondenser et redevenir liquide. Et si vous avez une petite goutte ici de gaz qui redevient liquide ici dans le réfrigérant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va retomber dans le mélange réactionnel. Et vous aurez réciproque, vice versa, jusqu'à ce que vous arrêtiez le chauffage.
Donc en fait, le réfrigérant évite les pertes de matière par vaporisation. C'est-à-dire qu'en gros, si j'enlève ça et que je chauffe, c'est ce qui se passe chez vous quand vous faites chauffer de l'eau. Vous voyez bien que vous avez de la vapeur d'eau qui s'évapore. Et puis si vous oubliez la casserole pendant 2 heures, vous verrez qu'à la fin, il n'y a plus d'eau. Donc là, ici, ça, ce qu'on appelle le montage de chauffage à reflux. Ce montage de chauffage à reflux a 2 avantages. Donc c'est chauffer pour accélérer et refroidir, refroidir et condenser les gaz qui peuvent potentiellement se former. Donc c'est-à-dire qu'en gros ici, vous n'avez aucune perte de matière. Donc ensuite, après, il faut isoler le produit brut. Donc isoler le produit brut, parce que généralement, quand vous faites une transformation, vous voulez synthétiser un produit, mais quand vous faites une synthèse, vous avez potentiellement plusieurs produits, dont celui que vous voulez former. Mais il peut y en avoir d'autres. Et il peut aussi y avoir un solvant, il peut y avoir de la pierre ponce, il peut y avoir plein d'autres choses, ce qui fait qu'il faut isoler le produit brut. Donc pour isoler le produit brut, c'est-à-dire le produit qu'on a cherché à synthétiser, donc si l'espèce synthétisée elle est dissoute, donc dans ce cas-là elle est en phase liquide, on fait ce qu'on appelle une extraction liquide-liquide. Donc on prend le mélange réactionnel contenant l'espèce, on ajoute un solvant extracteur. Donc le solvant extracteur, il doit être non miscible au solvant ici, donc du mélange réactionnel, et il faut que l'espèce à synthétiser il soit beaucoup plus soluble. Donc en gros, pour que l'espèce ait envie d'aller de ce solvant-là, qui est le mélange réactionnel, au solvant extracteur. Ensuite, selon la densité de chacun des solvants, vous récupérez donc le solvant d'extraction qui contient l'espèce, et vous le récupérez donc ici dans un bécher par exemple. Et après, il ne vous reste plus qu'à évaporer donc le solvant d'extraction pour récupérer votre espèce. Si jamais l'espèce synthétisée est solide, dans ce cas-là, vous prenez donc votre mélange réactionnel et vous allez faire ce qu'on appelle une filtration. Alors une filtration d'un solide qui permet de séparer donc une phase liquide d'une phase solide. Alors la filtration ici est une filtration sur Büchner, c'est-à-dire qu'ici vous faites une aspiration, donc à l'aide d'un courant, vous allumez avec le robinet d'eau. Quand vous faites passer donc en gros à l'aide du robinet d'eau de l'eau à grande vitesse, ça fait une aspiration ici, et donc ça favorise donc la filtration. Donc vous récupérez ensuite là le solide. Vous pouvez le rincer à l'eau froide pour obtenir une poudre. Et ensuite, bien entendu, la dernière étape, il faut analyser le produit. Parce que c'est pas parce que vous avez voulu synthétiser une certaine espèce que vous l'avez réellement fait. Il faut encore le vérifier. Et pour le vérifier, vous avez différentes méthodes. Vous pouvez donc mesurer donc, la densité, la température d'ébullition, son indice de réfraction. Donc ça, ce sont la densité, la température d'ébullition, ce sont des caractéristiques, des grandeurs qui sont caractéristiques d'une espèce. Donc c'est-à-dire que si vous mesurez la bonne valeur, vous pouvez donc affirmer que ce sera que la synthèse aura été efficace et que le composé produit est bien celui que vous vouliez. Vous pouvez aussi réaliser ce qu'on appelle une chromatographie sur couche mince. Donc ça c'est pour les espèces plutôt liquides. Donc dans ce cas-là, il faut faire plusieurs dépôts. Alors généralement les dépôts qu'on fait, on fait toujours un des réactifs, le réactif principal, on fait le produit pur qu'on cherche. On fait le résultat de notre synthèse et puis on peut en faire d'autres en fonction de différentes choses qu'on a faites. Et en gros, l'idée c'est de vérifier que sur la chromatographie, par exemple ici, le résultat de notre synthèse est bien identique à celui qu'on a trouvé pur, qu'on a acheté et qu'on nous garantit pur. Donc si vous avez donc deux points, deux tâches à la même hauteur dans ce cas-là, et que vous n'avez qu'une seule tâche sur votre synthèse, vous pourrez dire que c'est pur. Si jamais vous avez fait une synthèse ici par exemple et vous avez donc ici toujours cette tâche là qui correspond au produit pur, vous pourrez dire que certes votre synthèse vous avez bien produit le produit pur. Par contre si vous avez la tâche ici déjà si vous avez deux tâches, ça veut dire que ce qui a été déposé en D n'est pas un corps pur mais un mélange. Et si c'est un mélange ici d'une espèce qui est celle-là qui était l'espèce pure que vous avez achetée. Mais ça veut dire que ici, dans votre synthèse, il reste encore du réactif puisque vous avez ces deux tâches qui sont à la même hauteur. Pour ce qui est donc du produit solide, donc vous pouvez faire une mesure de température de fusion à l'aide d'un Brand-Köfler par exemple, ou alors réaliser une chromatographie sur couche mince. Dans ce cas-là, il faut dissoudre le produit dans un solvant adéquat. Donc le bilan en image, donc vous avez donc pour le mélange réactionnel, vous faites donc le montage à reflux. Donc support élévateur, vous chauffez et avec l'eau froide et l'eau tiède qui ressortent ici, c'est le réfrigérant à eau qui permet de condenser les vapeurs. Donc dans ce cas-là, dans ce mélange réactionnel,
vous avez ici donc des réactifs qui vont aller s'agencer pour former des produits. Plus vous chauffez fort, plus vous allez pouvoir aller vite. Pour caractériser l'analyse, donc vous mettez votre réactif de référence, vous mettez votre produit de référence, c'est-à-dire celui que vous achetez pour pouvoir vérifier, et vous mettez votre milieu réactionnel. Par exemple ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans le milieu réactionnel, il n'y a qu'une tâche, donc le produit obtenu est pur, et que vous avez la tâche obtenue qui est à la même hauteur que le produit de référence, donc ici, le milieu réactionnel contient une seule espèce qui est la même que le produit de référence, donc a priori c'est le cas idéal. Ensuite, on vous dit ici pour ce qui est de la modélisation et des réactifs limitants. Donc la transformation chimique se modélise par une réaction chimique. Réaction chimique qui fait donc intervenir une flèche, des réactifs et des produits. Vous avez des nombres stoichiométriques. Là volontairement, vous avez vu, ils ont mis une réaction où il y a beaucoup de réactifs, beaucoup de produits et surtout des coefficients stoichiométriques qui sont différents de 1. Les nombres stoichiométriques sont déterminés pour la conservation. Il faut qu'il y ait conservation des éléments et des charges. C'est-à-dire que si vous comptez tous les C ici, il y en aura autant dans les réactifs que dans les produits. Pareil pour le H, pareil pour le Mn, pareil pour le O. Et pour les réactifs, le réactif limitant, il faut que vous calculiez, ou il faut qu'on vous donne, les quantités de matière des deux réactifs. Donc ici, il y en a un, C7H8O, et un autre réactif, MnO4. Vous voyez, il faut que vous connaissiez ces deux quantités de matière. Et je vous ai dit quoi tout à l'heure? Je vous ai dit qu'il fallait que vous preniez ça divisé par 3. Donc ici, c'est la même chose. Regardez bien, je vais vous montrer que ça... Paf. CTRL-X. Pardon. Paf. Hop. Donc là, je vais vous montrer par rapport à la fiche de cours, si on a vu au-dessus. Moi, je vous ai dit, quand vous avez les réactifs, vous écrivez le Ni de C7H8O. Vous comparez avec le Ni de MnO4-. Je vous ai dit ensuite, je vais changer de couleur, vous divisez par le coefficient stoichiométrique associé à l'espèce. Donc par exemple pour C7H8O, c'est 3. Donc je divise ici par 3. Ensuite, Ni de MnO4-, le coefficient stoichiométrique associé à MnO4-, c'est 4. Et je compare les deux. Donc ici, regardez bien, quand vous avez ça, Ni de C7H8O3, si le 3 vous faites votre produit en croix, vous allez obtenir, si j'écris ça comme ça, toc, vous allez obtenir ça, c'est cette égalité-là. Et si cette égalité-là est comme ça, alors moi je préfère que vous l'écriviez comme ça parce que c'est plus parlant, je vois que cette entité-là est la plus faible, donc c'est lui qui est le réactif limitant. Si vous mettez dans l'autre sens, toc, dans ce cas-là, si c'est dans ce sens-là, c'est cette égalité-là dans l'image. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que c'est cette proportion-là qui est la plus faible, donc c'est MnO4- qui est le réactif limitant. Donc ensuite on revient, et donc ensuite bien entendu je vous conseille aussi d'aller voir votre page de manuel, page 120-121, et page 134-135 de votre manuel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile.